Yuri Chassin, économiste à l'Institut économique de Montréal. Yuri, bonjour. Bonjour. Et également Simon Tremblay-Pépin, chercheur à l'IRIS. Bonjour. Bonjour. Alors, avant de débuter la discussion, j'aimerais entendre peut-être un incontournable de l'événement d'aujourd'hui, qui est Claude Montmarquette, qui a déposé son rapport aujourd'hui à Québec. On peut peut-être l'entendre, qui, lui, s'inquiète de l'état des finances du Québec, notamment le service de la dette, alors que ce service accapare 11% des dépenses totales du gouvernement. Et il explique il explique l'écart des chiffres de 2014-2015. On peut l'écouter. 2014-2015, c'est simplement que le rythme des dépenses, je dis bien le taux de croissance, donc des dépenses, qui est prévu pour environ 6,1, ne suit pas, bien sûr, est incompatible avec le rythme de la hausse des revenus prévisibles qui serait de l'ordre de 3,5. Il y a donc un écart, là, il faut absolument réduire le rythme de dépenses. Et ça veut dire qu'il faut revoir les programmes, mais on parle beaucoup de coupures. Ce n'est pas nécessairement des coupures absolues, c'est simplement une réduction dans le rythme de croissance des dépenses, plus en ligne avec la croissance des revenus. Monsieur Montmarquette, durant la campagne électorale, Philippe Couillard disait que si François Legault appliquait les coupures qu'il proposait, ça serait complètement le chaos. Maintenant, est-ce que, étant donné qu'il y a un gros manque à gagner, est-ce qu'il faut y aller de façon plus incisive dans les coupures ou est-ce que ce serait plus sage de reporter l'atteinte de l'équilibre budgétaire? Écoutez, il va falloir établir un arbitrage entre tous ces éléments-là. D'une part, encore une fois, ce n'est pas nécessairement des coupures, mais des réductions dans le rythme de dépenses. Les dépenses vont continuer à augmenter, mais pas au même rythme. Et donc, il faut bien saisir ça. Il faut aussi peut-être revoir la fiscalité et faire en sorte qu'à budget nul, on ait des mesures fiscales qui sont incitatives sur la croissance économique, donc raccrocher quelques dixièmes de points de croissance, c'est important. Puis il faut toujours avoir un œil sur les maisons de notation. Donc, si on n'a pas une situation crédible vis-à-vis eux, l'option de vendre certains actifs ou une partie des actifs pourrait être considérée. C'est une option, évidemment, qui est peut-être moins alléchante pour le moment, mais à court terme, ça pourrait nous dépanner le temps de retrouver un peu un rythme de croissance qui nous permettrait de mieux rencontrer nos cibles. Donc, il va falloir qu'ils fassent un arbitrage entre tout ça et ça va prendre une volonté politique et ça va prendre aussi une acceptabilité de la population pour bien se rendre compte qu'on fait face à un mur difficile. S'il y a une décote, c'est rapidement 500 millions de dollars qu'on envoie à l'eau, là. Et après ça, remonter la côte, ça devient très, très pénible. Et si on continue à aller dans le rythme où on dépense à un taux supérieur à un taux de revenu, alors là, on va grossir encore la dette, grossir le déficit et mettre beaucoup de pression sur les générations futures, les jeunes générations, les jeunes travailleurs. Donc, on est à l'heure des chemins, là. On sait qu'en campagne électorale, on regardait les différentes plateformes. Le gouvernement libéral avait peut-être le programme où il y aurait le plus de dépenses. Est-ce que, je ne sais pas si tout ça sera maintenu, mais est-ce que ça vous inquiète? Oui, bien écoutez, dans le rapport, on souligne bien que le taux de croissance qui était dans le programme financier, au fond, du gouvernement libéral était très optimiste. Et de loin, on ne mentionne jamais un taux de croissance de 4,1 %. C'est plutôt de l'ordre de 3,5 3,2 % en termes nominal. Alors, et tout ça est un peu à revoir face à la situation là qu'ils ne connaissaient peut-être pas. Un des arguments intéressants, un des points intéressants aussi qu'on souligne, c'est que ce genre d'exercice devrait être fait maintenant, puisque les élections sont à date fixe, au début des élections. De sorte que, soit par le vérificateur général, soit par des chercheurs indépendants ou des économistes et des fiscalistes indépendants, de telle sorte que tout le monde soit au même point de départ. On revient maintenant avec nos deux invités, dont un qui hoche la tête, et c'est Simon. On sait, peu importe le gouvernement, la première année, c'est tout le temps l'année de l'austérité, que le gouvernement soit péquiste, conservateur ou libéral. Maintenant, le rapport arrive aujourd'hui. Est-ce que ça vous étonne, les constats de ce rapport-là? Bien, écoutez, c'est vrai, on s'est habitué à ces moments-là où, arrivé au pouvoir, un gouvernement ouvre les livres et nous dit « Ah, mon Dieu, il y avait un trou qu'on n'avait pas prévu, c'est l'administration précédente qui nous a laissé ça, etc. » Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'avec la remise de ce rapport-là, le plus grand perdant, c'est le cadre financier du Parti libéral. C'est sûr que c'était le délire économique le plus grand lors de la campagne. Hein. On nous promettait une croissance qui allait advenir, rappelez-vous, simplement par la présence de M. Couillard au gouvernement. C'est ça qu'il nous disait.
parce que nous allons revenir au gouvernement, le taux de croissance va augmenter. Il est devant une situation tout autre que celle qu'il avait prévue en termes de croissance, en termes de ça. Pourquoi? Parce qu'on a appliqué dans les dernières années des politiques d'austérité qui maintiennent le Québec dans une situation de stagnation et de malaise. C'est ça qui se passe en ce moment et c'est ça qu'on constate. Les revenus ne sont toujours pas au rendez-vous. Donc, les entreprises ne donnent pas d'argent au gouvernement, les particuliers non plus, parce que nous sommes dans une situation de marasme. Donc, pour vous, le rapport d'aujourd'hui, ça va légitimer en quelque sorte un programme qui sera complètement différent de ce qui a été promis en campagne électorale? Ça va légitimer un programme qui est celui du Parti libéral d'avant le dernier gouvernement, qui a été celui du Parti québécois. On va continuer dans la même voie, c'est-à-dire réduire les dépenses, continuer des mesures d'austérité. On va continuer exactement dans la même voie, donc non, il n'y aura pas de gros changements. Yuri, vous, une surprise? Non, pas une surprise, mais je ne partage certainement pas le diagnostic. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on se retrouve devant une situation où il y a des experts indépendants qui ont été mandatés pour faire un état de la situation. Et ce n'est pas nécessairement surprenant parce que, et ça fait un certain temps qu'on le sait, que le déficit, il est difficile à résorber. En fait, c'est presque un déficit résilient. Rappelons-nous, ça fait 5 ans que la récession est derrière nous. On aurait dû retrouver la croissance si ça avait été, dans le fond, automatiquement ajusté en fonction de la croissance économique, qui a repris, pas énormément, mais qui a repris. Ce qu'on se retrouve, dans le fond, là, en termes de finances publiques, la situation au Québec, c'est que le déficit, il était de 1,6 milliard de dollars, pas l'année qui vient de se terminer, l'autre d'avant. L'année qui vient de se terminer, il devait être de 2,5. Finalement, on nous annonce que ça va être 3,1 et que si rien n'est fait, l'année en cours, on va se retrouver à 3,7 milliards de dollars. Donc, on s'est retrouvé, dans le fond, dans une situation de déficit, eux disent quasi structurel. Moi, j'irais presque à dire un déficit structurel parce qu'il augmente alors même qu'il y a une croissance économique. C'est une situation qui est, dans le fond, relativement claire, qui était relativement connue avant même les élections. Donc, il n'y a pas nécessairement de blâme sur l'ancien gouvernement. Il y a peut-être un effort qui n'a pas été fait avant la campagne électorale. On a promis quelques bonbons, mais ce n'est pas une surprise. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a urgence en la demeure. D'ailleurs, l'ancien gouvernement, Nicolas Marceau, on lui a parlé. Il n'était pas surpris des chiffres d'aujourd'hui. Peut-être brièvement, on peut l'entendre. Un bref commentaire. Là, si on parle du 3,7, ça correspondrait à des hausses de dépenses de 6 hausse de dépenses de 6 on n'a jamais observé ça dans le passé. En fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est que moi, j'ai vu dans le passé des hausses, des demandes, si vous voulez, des ministères et des organismes, des hausses très, très importantes, mais en pratique, on leur a consenti des hausses beaucoup plus réduites parce qu'il fallait gérer de façon responsable. M. Couillard a décidé de rendre public le fait que les ministères en demandaient beaucoup. C'est son choix. Cela étant, c'est clair qu'il y a un exercice difficile. Il faut contenir les dépenses à un niveau qui est beaucoup plus faible que celui que cela supposerait, par exemple, un 6 Donc, si je comprends les propos de M. Marceau, c'est un peu une peur qu'on essaie d'établir parce que les dépenses ne seront pas si élevées que ça, si je comprends bien son propos. Cependant, et c'est ça, il y a effectivement un dérapage de dépenses. Donc, on parle de dépenses de programmes de 600 millions de plus que ce qui était prévu, ce qui engendre, dans le fond, un déficit plus important. Essentiellement, ça s'explique par les régimes de retraite. C'est un problème de longue date. En fait, quand Fitch a mis, une agence de notation, a mis la cote de crédit du gouvernement du Québec sous surveillance, Moody's n'a pas suivi, n'a pas accolé de perspective négative à la cote de crédit en disant « Nous, on a confiance que le gouvernement va régler le problème des régimes de retraite. » Et les régimes de retraite, on s'entend bien, des fonctionnaires, donc pas un programme social universel, ce n'est pas le filet social, c'est la rémunération des fonctionnaires qui est particulièrement généreuse et qui cause l'essentiel de ce dérapage des dépenses. Donc, je ne pense pas qu'on puisse parler de peur. Je pense qu'on doit parler, au contraire, d'un exercice de lucidité où il y a des moyens proposés pour essayer de redresser la barre et c'est le temps de le faire. Mais écoutez, 6,1 ce qu'on nous dit ici, là, le 3,2 milliards qu'on attend l'an prochain, là, cette augmentation de dépenses-là, c'est en disant que l'ensemble des ministères vont augmenter leurs dépenses de 6,1 M. Marceau a raison de dire que ça ne s'est jamais vu. On invente un chiffre en disant voilà ce que les ministères voudraient dans la meilleure des situations. Pour vous donner un exemple, les derniers chiffres solides qu'on a, 2012-2013, l'augmentation a été de 1,2 Alors de dire, là, il y a ce 3,2 milliards qui nous attend, puis qu'il va falloir absolument réduire et tout ça, ça, c'est du catastrophisme qui a une seule utilité, celle, évidemment, de justifier des mesures pour ensuite permettre de dire ah, ben vous voyez, on a fait des efforts titanesques parce qu'on est passé de 3,2 milliards à X. Si on prenait
les efforts faits dans les 3 dernières années, qu'on en faisait la moyenne et qu'on comparait ça, on arriverait peut-être à un dépassement autour de 900 millions. Évidemment, c'est moins impressionnant, ça fait moins les nouvelles que 3,2 milliards, mais c'est à peu près là où il y aurait peut-être des défis si on juge que ce qu'il faut faire, c'est diminuer les dépenses de l'État et non pas augmenter ses revenus, ce qui serait davantage que je préfère. D'ailleurs, les spéculations vont bon train à savoir où se feront les coupures, où M. Montmarquette suggérait plutôt un ralentissement des croissances sans nécessairement qu'il y ait de coupures. Reste à voir ce que le gouvernement libéral va décider. Mais maintenant, peu de gens parlent sur comment aller chercher des revenus supplémentaires. Est-ce que c'est une carte beaucoup trop dure à jouer? Aller chercher des revenus supplémentaires? En fait, il y a 2 éléments. Premièrement, dans le rapport, il y a des solutions pour aller chercher des revenus supplémentaires. On parle de tarification des garderies. Je pense qu'en fait, les citoyens ont conscience qu'on ne peut pas éternellement payer des mêmes tarifs qui sont gelés. Il faut, à un moment donné, financer notamment les places en garderie. Donc, il n'y avait pas eu d'ailleurs de grands branle-bas de combat. Tout le monde s'attendait à ce que ça monte un jour ou l'autre. Donc, d'ailleurs, le rapport suggère qu'on maintienne les hausses qui avaient été suggérées par le Parti québécois. On parle aussi, par exemple, de réduire les dépenses fiscales, notamment pour les entreprises. C'est quand même beaucoup plus élevé au Québec qu'ailleurs et clairement, ça ne fonctionne pas. Donc, il y a des éléments. Par contre, et ça, c'est intéressant, les revenus sont moins élevés que prévu. Donc, non seulement les dépenses ont dépassé leur cap, mais les revenus sont moins élevés que prévu. Et c'est ça qui est intéressant. On est rendu au Québec à cette limite où augmenter la pression fiscale ne génère pas plus de recettes fiscales. Et c'est pas étonnant parce qu'au Québec, on est la juridiction la plus imposée en Amérique du Nord. À un moment donné, d'étrangler toujours les initiatives, d'étrangler les entrepreneurs, d'étrangler les entreprises, ça ne fonctionne plus. Bon, premièrement, cette affirmation est contestable sur le fait que le Québec est la juridiction la plus imposée en Amérique du Nord. Nous l'avons d'ailleurs contesté dans une étude, mais n'embarquons pas là-dessus. On va s'entendre sur un aspect, la question des crédits d'impôt aux entreprises. Effectivement, il y a de l'argent à aller chercher là. Il y a de l'argent à aller chercher dans le crédit d'impôt aux contribuables. On a publié une étude là-dessus. Au moins 900. C'est effectivement très gros. On pourrait certainement réduire ça, je ne sais pas moi, de 900 millions. C'est ce qu'on proposait en janvier dernier. Il y a moyen d'aller chercher de l'argent là-dedans. Mais au final, et le point aveugle de toute cette proposition-là, c'est la question du développement économique du Québec. Comment on fait pour faire croître l'économie, mais comment on fait pour la faire croître d'une façon qui respecte, par exemple, l'environnement, évidemment, question dont tout le monde, dans ces grands débats économiques, passe à côté, ne se soucie pas. Si on faisait une transition vers une économie plus écologique au Québec, au lieu de proposer de vendre une partie d'Hydro-Québec, ce qui me semble totalement absurde, pourquoi est-ce qu'on ne dit pas, dirigeons-nous vers davantage d'électrification de nos transports, augmentons les revenus qu'on va faire grâce à Hydro-Québec parce qu'au lieu d'acheter de l'essence, on va acheter de l'électricité et voilà plus d'argent qui iront dans les coffres de l'État. Voilà des solutions qui seraient plus intéressantes que la logique constante de la diminution des dépenses. D'ailleurs, pour poursuivre sur votre idée, parce que le rapport suggérait justement de vendre certains actifs, dont ceux d'Hydro-Québec et de la SAQ. Est-ce que ce serait une solution ponctuelle ou à long terme, ça pourrait être bénéfique? Bien, regardez ce qui s'est passé avec le cas de l'Alberta, où on a privatisé la SAQ de l'Alberta, qui est un liquor board là-bas. Eh bien, on avait un rapport tout récemment qui nous disait que l'Alberta a perdu, depuis la privatisation de ce secteur, 1,5 milliard de dollars de revenus. Alors, ce serait la même chose au Québec. De vendre quelque chose qui vous rapporte des revenus, c'est pas une très bonne logique pour les revenus de l'État. Franchement, là, quand on veut essayer de stabiliser un budget, de vendre ce qui nous rapporte de l'argent, c'est un peu... c'est pas une stratégie très bonne. Évidemment, on a emprunté et ça aussi, ça nous coûte de l'argent. Donc, ça s'équilibre quelque part et effectivement, il y a une logique à plus long terme qu'il faut voir. Moi, en fait, je trouve que le rapport ne va pas assez loin parce que, clairement, eux l'établissent comme une espèce de solution de pis-aller. Or, et c'est intéressant, privatiser partiellement 10 de la SAQ, 10 d'Hydro-Québec, ce n'est pas seulement récupérer des revenus, diminuer la dette et donc le service de la dette. Année après année, on paye le service de la dette. Mais diminuer nos revenus chaque année. Et attention, parce que c'est pas nécessairement diminuer les revenus, par exemple, sur l'alcool. On a des taxes et on peut utiliser d'autres outils pour aller chercher des recettes fiscales, d'une part, et d'autre part, il y a, dans le fond, et c'est comme ça partout, il y a une logique, à un moment donné, à isoler
des entreprises d'État de la pression politique. Je pense par exemple aux projets éoliens. On demande à Hydro-Québec de financer des projets éoliens qui n'ont aucune rentabilité économique et en fait qui sont très politisés. À un moment donné, si on sort Hydro-Québec de ces décisions politiques, qu'on dit viser la rentabilité, viser le meilleur rendement pour les actionnaires, y compris le gouvernement, qui en conserverait quand même 90 %, à ce moment-là, si le gouvernement veut atteindre les mêmes objectifs, il va devoir être clair et transparent. Je pense que ça, à long terme, ce serait un gain considérable pour les Québécois. Si je lis bien les chiffres, le rapport souligne que pour expliquer les écarts de chiffres d'aujourd'hui, les revenus provenant de l'Auto-Québec et d'Hydro-Québec notamment ne sont pas aussi élevés que souhaité. Hydro-Québec augmente ses revenus. En fait, c'est 300 millions de plus. Oui, pardon, c'est seulement pour l'Auto-Québec. Exact, il y a 120 millions de moins. Et pour l'exercice qui est en cours également, on risque de se retrouver... Bien, ça, c'est toujours dur à prévoir. Vous savez, dans le cas des revenus des sociétés d'État, la Hydro-Québec a demandé une hausse de ses tarifs. Ça devrait bien aller pour les années qui viennent. C'est une hausse assez importante. C'est un monopole. Ils ont la possibilité de l'augmenter. Sous une régie, mais évidemment, on passe les frais aux consommateurs. Je vous rappelle qu'on les a diminués il n'y a pas longtemps. Évidemment, il y a une question, dans le fond, de non seulement passer les coûts, mais d'efficacité relative. Les entreprises publiques ont cette caractéristique quand on compare Hydro-Québec, et on le fait chez nous à l'Institut économique de Montréal, quand on compare Hydro-Québec à des équivalents, on constate que la rentabilité, elle n'est pas la même. En fait, les coûts sont beaucoup plus importants et les profits beaucoup moindres. Il y a là, dans le fond, une réalité dont on pourrait sortir. Et c'est ça, la solution, c'est pas un pis-aller, c'est vraiment une solution intéressante, porteuse pour l'avenir. Yuri, Simon, je vous garde avec moi. Le temps de faire une pause très brièvement. De retour à l'émission À la Une, toujours sur l'état des finances publiques du Québec à la suite du rapport de Luc Godbout et de Claude Montmarquette. À la suite de ce rapport, le Parti québécois, lui, n'est pas prêt à dire qu'il faudrait reporter l'équilibre budgétaire alors que Nicolas Marceau l'avait déjà fait une première fois. On peut l'entendre. Non, je ne crois pas qu'on en soit là. Maintenant, je vais attendre de voir les détails, de voir un peu plus de détails. Maintenant, lorsque ça nous était arrivé, nous, c'était parce que les revenus n'avaient pas été au rendez-vous. Cette fois-ci, il n'y a pas de nouvelles histoires du côté des revenus, ou en tout cas, s'il y en a, c'est des éléments plutôt faibles. Le grand élément, c'est qu'il faut gérer les dépenses. Or, pour le Parti libéral, qui n'a jamais été très porté sur le contrôle des dépenses, c'est un grand défi. Effectivement, il va falloir qu'ils revoient leur façon de faire. Maintenant, moi, je vous soumets que M. Couillard a des graves problèmes. Ça ne remet pas en cause un certain nombre de décisions qu'il a prises déjà, qu'il a annoncées en campagne électorale. Je vous en donne deux très simples. Premier problème, il semble refuser d'étaler la hausse de salaire des médecins. On parle de sommes considérables. On parle de 500 à 700 millions de dollars. Et puis en même temps, il parle de geler les salaires des fonctionnaires. Et là, il faut voir qu'on traite de façon différente les employés d'État les mieux rémunérés, que sont les médecins. Et puis, on pense à geler ou même à réduire la fonction publique. Ça, c'est considérable. Yuri, est-ce que c'est trop tôt pour se prononcer? Bien, en fait, je pense qu'il y a deux aspects. Est-ce que le gouvernement va réussir à atteindre ses objectifs? C'est une chose et c'est difficile à dire maintenant. Par contre, est-ce qu'il a, dans le fond, l'incitation pour le faire? Je crois que oui. En fait, d'une part, et on le sait, c'est un peu politique, mais en début de mandat, c'est le moment de prendre des décisions plus difficiles. S'il veut notamment se libérer une marge de manœuvre, notamment, M. Couillard a promis de diminuer la dette et de diminuer les impôts des particuliers. Donc, si jamais on a des surplus dans 3 ans, dans 4 ans, ça va lui permettre d'avoir finalement une promesse remplie de plus. Alors, il y a vraiment une incitation. En même temps, on sent bien qu'on est un peu au bord d'une situation qui serait vraiment plus difficile si tout à coup, il y avait une agence de notation qui disait au Québec, désolé, on ne peut pas maintenir votre code de crédit. Donc, on sent qu'il y a urgence, puis à la limite même qu'il y a nécessité de faire ces changements-là. Et je pense que la population, elle en est consciente. Ça fait longtemps qu'on sait que le Québec est dans le rouge. Il faut agir. Simon, est-ce que c'est ça la plus grosse crainte, les agences de notation? Bien, écoutez, en ce moment, là, le niveau de la dette, c'est à peu près 49 49-50 du PIB. Ailleurs dans le monde, on est à 70 en Europe, on est à 80 aux États-Unis. Les seuils qu'on dit dangereux, etc., tournent autour de 90 Le traité de Maastricht, je vous parlais de 60 pour l'entrée dans l'Union européenne. Est-ce que le Québec est dans une situation catastrophique au niveau de son endettement? Non, ce n'est pas le cas. Est-ce que le déficit
Il faut qu'il soit contrôlé, bien sûr. Ça peut être le cas. Est-ce que ça va vouloir dire que le gouvernement, là-dessus je suis d'accord avec Yuri, est-ce qu'on peut prévoir qu'est-ce que le gouvernement va faire? On va être en meilleure mesure de le faire quand on va avoir un budget devant les yeux, entre autres un budget complet, c'est-à-dire aussi avec comment les dépenses s'organisent dans les ministères, ce qu'on n'avait pas eu la dernière fois. Alors là, on va pouvoir en juger. Mais il faut se rappeler que si le gouvernement choisit la piste des dépenses, de réduire les dépenses constamment, eh bien, on peut écouter ce que le FMI nous dit. C'est pas moi d'habitude qui parle de ce que le FMI dit dans la vie, mais ce qu'il nous dit, c'est que la piste de l'austérité, c'est celle qui fait diminuer la croissance, qui fait augmenter le chômage et qui aggrave les inégalités et qui fait diminuer les revenus des gens. Donc, si on prend cette piste-là, c'est là qu'on s'en va. Alors, il faut être conscient des choix qu'on fait politiquement. Ça, c'est intéressant parce qu'évidemment, en termes d'austérité, il n'y a pas de coupure de dépenses. On parle de réduction, de l'augmentation des dépenses. Autrement dit, l'État va continuer de dépenser davantage année après année. Donc ça, c'est une chose. On est à 2 à 1,6, 1,7. Exact, mais c'est toujours dans le positif. Donc, il n'y a pas de réduction, comme on en a connu. Hein. En fait, ça s'est déjà fait il y a des au réductions Canada, dans tous les ministères, sauf santé et éducation. Donc, au total, l'État continue de croître. Mais c'est des on l'a déjà réductions de vu services. se réduire, notamment au Canada dans les années 90, même au Québec. Donc, c'est une situation connue. À la limite, on connaît les erreurs du passé. On n'a pas à les répéter, mais on a cette expertise-là. Donc, je ne pense pas qu'on puisse parler d'austérité. Et si les dépenses publiques étaient vraiment un stimulant incroyable pour la croissance économique, au Québec particulièrement, si ça se faisait, on le saurait. Yuri Chassin à l'IADM, Simon Tremblay-Pépin à l'IRIS, merci beaucoup d'être venu en ce vendredi. Merci beaucoup.